Nous allons commencer cette journée. Et donc je disais, ça fait 25 ans que nous abordons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. Et cette année, courte journée sur un thème que nous avons présenté sous une forme de question, peut-être un peu curieuse, l'adolescence, à quoi ça sert? C'est une question pour vous. J'ai abordé l'hypothèse que le virtuel pourrait être un espace de rite de passage. Et voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de cette hypothèse, et est-ce que dans vos rencontres avec les jeunes, vous observez aussi un usage qui pourrait prendre du coup cette forme de création de rite, là où je pense que nos sociétés en offrent plus, voilà, ou moins. Je souscris tout à fait à votre hypothèse. Comme vous, je n'ai pas été joué à tous ces jeux, mais j'en ai vu quelques publicités. Et puis par contre, j'ai une page Facebook. Parce que ça, c'est pas mal pour être en lien avec les adultes, c'est assez rigolo. Mais bon, c'est vrai que si on regarde, il y a deux choses en tout cas qui peuvent permettre, à mon avis, d'étayer votre hypothèse. D'abord, quand on regarde les publicités, c'est pas n'importe quelle iconographie qui est proposée dans ces jeux. Vous en avez rappelé quelques-unes, les jeux médiévaux, etc. Si vous regardez Lancelot du Lac, les Chevaliers de la Table Ronde, tout ça, c'est des rites de passage pour aller vers l'âge adulte. Il y a une psychologue, son nom va me revenir, qui dit que chaque adolescence est une quête du Graal, parce qu'on doit quitter le château paternel pour aller à la rencontre de l'impossible et de l'amour. Et c'est exactement, c'est Annie Biro qui dit ça. Et je crois que c'est très juste, et c'est ça qui était. Et les concepteurs de ces jeux sont extraordinairement doués. Vous savez que George Lucas, par exemple, dans La Guerre des Étoiles, s'était entouré de psychologues pour jouer sur les peurs enfantines qui participent aussi des épreuves de grandissement, etc. Et puis il y a une deuxième chose, que j'arrête là pour laisser la parole à la salle, c'est qui était, je pense, le point commun entre nos deux interventions, c'est la question centrale de la séparation. Parce que dans le rite de passage, la fonction première du premier temps du rite de passage, que les ethnologues appellent le rite préliminaire, c'est pour les garçons comme pour les filles, c'est la séparation d'avec la mère. Avec une question essentielle que les sociétés traditionnelles ont compris et que nos tanguis n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas devenir adulte sans être séparé préalablement de sa mère. Et les jeux jouent là-dessus. Intéressé par la notion de rite de passage, mais il me semble que, est-ce que ça vous pouvez me confirmer que dans les sociétés traditionnelles, ces rites de passage, au fond, sont des détachements en quelque sorte progressifs, mais pour aller peut-être vers une appartenance qui est quand même très symboliquement étayée. Et au fond, est-ce que ce qui se pose pour l'adolescence, si on reprend cette image du rite de passage, c'est vers quel autre ça le mène? Ça, c'est la question, moi, qui m'est un peu lancinante quand j'écoute les adolescents, effectivement, parfois, être dans cette conquête, cette initiation à travers les jeux, les nouveaux héros, au fond, de leur époque. Mais cette question quand même lancinante qu'ils peuvent nous poser dans nos rencontres avec eux, c'est cela me mène vers quel autre? L'autre en tant qu'un adulte quand même répondant ou une appartenance, une circonscrite. Il me semble que dans la société traditionnelle, on repère mieux, au fond, vers cette communauté de l'autre que dans nos sociétés contemporaines. J'aimerais savoir si vous avez cette même représentation, peut-être à travers vos recherches. Merci. Oui, alors simplement, évidemment, il y a de nombreuses sociétés de la tradition, et par exemple, si
si vous regardez les Indiens des plaines en Amérique du Nord, ça dure 3 jours, hein, le rite de passage à l'âge adulte. Donc la séparation ne va pas être trop importante. Par contre, au Congo, j'ai travaillé chez les Baya, dans le Nord Congo, où les garçons quittent leur mère pour l'initiation. Ça va durer 3 ans. Ce que veut dire, et pendant 3 ans, ils ne se voient pas. Hein. Donc ça veut dire que quand ils reviennent, ils ont, hein, s'il est parti à 10 ans et qu'il revient à 13, il a vraiment changé. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de la séparation qui est joué de manière importante. Alors c'est vrai que la question de l'autre me touche beaucoup parce que Fabienne le rappelait aussi à travers les jeux vidéo. Vous savez, l'altérité, ça a la même étymologie que l'altération. C'est-à-dire, pour aller vers l'autre, il faut accepter de se laisser un petit peu altérer. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est très sensible chez nous, c'est toujours sur cette question de la séparation, parce que pour devenir autre, pour passer d'un statut radicalement autre, il faut accepter de se séparer. Et par exemple, ce qui m'étonne beaucoup en France, par rapport à mon autre pays, le Québec, ou à d'autres endroits, c'est que nous n'avons pas la culture de l'année sabbatique après le bac, des voyages d'études, des choses qui permettent la séparation, qui permettent de grandir. Comme ça, j'ai un petit exemple, j'ai accueilli à mon domicile un étudiant brésilien qui est venu passer une année sabbatique en France, chez moi. Et quand il est parti, donc pendant 1 an, il est arrivé à 17 ans, il est reparti à 18. Quand il est rentré chez lui au Brésil, sa mère m'a téléphoné et elle m'a dit comme ça pour me faire peur, « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Voilà. Et en fait, elle m'a dit, ben, c'est un enfant qui est parti, c'est un homme qui est revenu. Bonjour. Moi j'ai une question, enfin quelque chose qui m'interroge. J'ai l'impression que le monde adulte s'est approprié les stigmates de l'adolescence en fait. Et donc du coup je me demande si les adolescents aujourd'hui ne sont pas obligés d'aller plus loin, plus fort et encore pour se différencier justement de l'adulte qui lui a appris des choses d'adolescent. Je pense notamment au cross-age. Vous avez parlé de la BD dans la littérature. Il y a des romans dits adolescents, enfin cross-age justement, qui sont d'une violence, même si on sait que la période de l'adolescence c'est aussi ça. Mais moi, je me rappelle qu'à l'adolescence, il devait y avoir un seul et unique livre qui s'appelait L'herbe bleue, qui était un petit peu, où vraiment on marquait notre adolescence. Voilà, je me posais la question, est-ce que nous, adultes, on leur laisse des différences d'adolescents? Voilà, est-ce qu'on les leur a pas pris dans plein de choses, hein, vestimentaires, culturelles. Alors je suis assez d'accord, et si on en revient à la question de la séparation, il faut aussi que effectivement les adultes acceptent aussi de se séparer et de prendre de l'âge, hein, c'est-à-dire de changer de génération. Et là aussi, il y a quelque chose qui se prolonge et qui n'est plus marqué de la même façon symboliquement. Dans ma pratique, par exemple, je me retrouve souvent confrontée à des situations familiales où on voit bien que l'imbroglio dans lequel se trouve l'adolescent, c'est aussi quelque chose du côté du parent qui n'est pas passé. Et donc que le parent n'arrive pas à transmettre non plus, mais qui ne s'est pas passé et qui se rejoue, que l'adolescent vient re-questionner en allant très loin aussi peut-être, hein, qui vient re-questionner pour obliger aussi son parent à se positionner vraiment
différemment. Alors, j'ai beaucoup parlé du virtuel, on peut aussi le voir à l'inverse. C'est aussi un outil qui permet aux parents de ne pas se séparer quoi, de leur enfant. Et ça crée des crises, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, ils pensent qu'ils vont pouvoir joindre en permanence leur enfant et c'est justement à eux que l'enfant ne répond pas, quoi. Hein. Ils n'écoutent pas les messages, ça prend trop de temps sur leur temps eux, voilà. Mais on voit bien qu'en tension, il y a effectivement d'un côté comme de l'autre à accepter cet écart générationnel. Et je pense qu'effectivement, nos sociétés, mais vous l'avez dit aussi, qui prônent une sorte de jeunesse qui perdure, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas ce réel de l'âge. Donc on veut rester jeune et du coup ça les met pas ça les aide pas forcément effectivement. Peut-être pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est dans un jeunisme ambiant. Hein. Je me rappelle que quand j'allais chercher mon fils à la sortie du collège, l'une ou l'autre fois c'est arrivé que ses camarades disent « c'est ton grand frère ?» Bon, ça le foutait en rage, hein, parce que non, c'est mon vieux. Voilà. Et moi, ça me flattait plutôt. Hein. Je veux dire, quand vous êtes dans une assemblée de copains et que vous déclinez votre âge et qu'en retour vous avez « Ah, tu les fais vraiment pas !» On est content. Hein. On est content, mais ça aurait été, il y a un quart de siècle, ça aurait été une insulte. Si au Congo, dans les villages de brousse, je dis à un vieux qui siège au Conseil des sages qui fait jeune, c'est une insulte. Au Congo, on salue tous les hommes qui ont l'âge d'être notre père et toutes les femmes qui ont l'âge d'être notre mère, on les salue respectueusement en disant bonjour papa, bonjour maman. Voilà. Et donc, aujourd'hui, voilà, on est là-dedans. Et comme ça, je me rappelle qu'un jour, en interviewant un jeune qui venait, Alexandre, qui avait une quinzaine d'années, qui avait fait une tentative de suicide, dans le cours de l'entretien, je trouvais que c'était un gamin qui n'avait aucun désir apparent comme ça. Il ne s'intéressait à aucune musique, à aucune lecture, aucune activité. Et j'insistais, mais il n'y a pas quelque chose que tu aurais envie. Et il m'a dit, oui, trouvez-moi un adulte qui me donne un peu envie d'en être. C'est pas facile. D'autres questions? Je serais curieux de savoir comment vous visez cette quête de jeunisme, par exemple, par rapport à la fuite ou à l'évitement qu'il y a autour de la mort, du décès. Donc ça, peut-être du côté des adultes, comment il y a peut-être une stratégie d'évitement dans cette façon de rechercher toujours à être jeune et à l'image des jeunes. Et d'un autre côté, ce rapport à la mort, comment il peut être interprété vis-à-vis des jeux vidéo, où là, ça tombe en pagaille, c'est-à-dire que c'est effectivement sans conséquence, et c'est des morts qui ne sont pas des morts, mais il y en a à foison, et le sang gicle de tous les côtés. Là encore, si on regarde du côté des sociétés traditionnelles, ou même de nos sociétés historiquement, ben, les rites de passage qu'on a un peu évoqués ce matin, hein, il y en a beaucoup. On a évoqué un seul rite de passage, celui du passage du monde des enfants au monde des adultes, qu'on appelle rite de puberté sociale. Mais parmi les rites de passage, il y a les rites d'enfantement, il y a les rites d'alliance, il y a les rites de funérailles, tout ça c'est des rites de passage. Et chaque rite de passage a une même fonction, c'est-à-dire mourir symboliquement à un état antérieur et renaître symboliquement autre. Mourir enfant, renaître adulte, mourir célibataire, renaître marié. Et finalement, toutes ces petites morts symboliques, qui parfois sont théâtralisées dans certaines sociétés de manière extraordinairement violente, hein, et qui font peur parfois, eh bien, ça permet d'apprivoiser la mort réelle. Ce qui fait que on est parfois étonné, et au Congo c'est le cas, que lorsqu'il y a une mort réelle, c'est une grande fête.
c'est une grande libération et tout le monde est joyeux. Donc nous avons, alors il y a certainement plein de paramètres qui expliquent que nous avons aujourd'hui peur de la mort. L'espérance de vie, la place faite à nos vieux, ça étonne beaucoup les Congos. Quand ils disent vous mettez vos vieux en maison de retraite, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est incompréhensible. On a beau leur expliquer rationnellement la mobilité, le travail, l'évolution sociétale, c'est juste incompréhensible pour eux. La place aussi laissée aux vieux dans la transmission. Moi, je me suis mis en colère un jour parce que il y a eu une expérience, je ne sais pas, qui avait été un petit peu médiatisée, où le hasard avait fait qu'une maison de retraite était accolée à une halte garderie, et c'était plutôt sympa parce que les jeunes trouvaient sympa les papis et les mamies, et les papis et mamies trouvaient sympa la présence, la proximité de la crèche. Et il y a des fêlés, je ne vais pas dire autre chose, qui ont pensé que c'est ça qu'il fallait faire systématiquement. Donc qui ont mis les crèches dans les maisons de retraite, et alors on fait faire de la pâte à sel aussi bien aux petits vieux qu'aux gamins ensemble. On grandit les uns, on infantilise les autres. Mais on n'a jamais pensé que l'adolescence, c'est un moment essentiel, et que permettre, par exemple, c'est ce que j'invite d'ailleurs les travailleurs sociaux qui travaillent en EHPAD à faire, c'est multiplier les rencontres entre les adolescents et les personnes âgées. Parce que c'est l'âge de la transmission. On voit bien, par exemple, dans la question terrible de la Shoah, que c'est les grands-parents qui ont transmis aux petits-enfants ce qu'ils n'avaient pas pu transmettre à leurs propres enfants. Et on ne pense pas à ces espaces de transmission. Ça, et bon, après, sur la question de la mort que vous évoquez, répondre complètement, c'est impossible, mais il y a un film qui est très chouette pour ça. C'est Milou en mai, avec Michel Piccoli, qui est une métaphore de l'évolution de nos représentations de la mort dans nos sociétés, qui est assez extraordinaire, que je vous invite à regarder. Alors, effectivement, dans les jeux, ça tombe. Bon, alors pas... Enfin, ça dépend... tous les jeux ne proposent pas ça, hein, mais quand, effectivement, quand on les voit jouer, sur certains jeux, ça les fait rire. Enfin, c'est pas la mort pour eux, en fait. Hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'un exutoire. Après, je pense que quand même, on est dans une société où la mort, c'est impensable. C'est le réel. Il n'y a pas de mots pour dire. Donc, je pense qu'on est effectivement dans une société où on évite cette question-là. Alors, ça se traduit par mettre nos petits vieux loin du regard, ne pas en parler et être comme ça dans ce jeunisme qui repousse toujours. Bon, c'est humain, mais sauf que bon, le réel fait de toute façon retour, et là, il n'y a pas d'autre solution que le symbolique pour l'aborder, pour le border, et les adultes comme les jeunes seront à la même enseigne. Alors je ne sais pas si les jeux les aident, mais en tout cas, c'est le moyen, enfin, moi que je trouve par exemple, de leur en parler. Ouais, mais ça vous affecte pas, tous ces morts, et du coup on peut l'aborder. Alors le fait que ça les affecte pas et pourquoi, mais le fait que oui, la mort, ils en ont entendu parler, et puis le grand-père, et puis un oncle, et puis un ami, et que là, voilà, là c'est autre chose. Ils sont pas complètement en dehors de la vie. Hein. Après, est-ce qu'on leur en parle? Est-ce qu'effectivement il y a... Est-ce qu'on accompagne ça? Est-ce qu'on fait que ça fait partie de la vie? Je pense que moins qu'avant, hein, pas forcément dans le regret, hein, mais je pense que toute cette question des rites et puis une société qui prône la consommation fait que moins qu'avant,
c'est-à-dire prône la consommation, c'est que c'est pour nous remplir. Donc nous ne sommes pas manquants, altérés, enfin ça maintient cette idée que il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, voilà, on n'a qu'à consommer pour être heureux et il n'y aura plus de manque. Et mettre de côté cette question-là du manque, c'est mettre de côté le réel aussi de l'amour. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a vraiment beaucoup de mal à parler de l'adolescence sans glisser insidieusement, malgré l'avertissement de Thierry Hollet de la violence, vers une pathologique. On entend du mal-être, des difficultés, de la pathologie sous-jacente, etc. Il y a autre chose dans l'adolescence, bien sûr. Voilà, vraiment, on a tel regret de notre adolescence qu'on veut tout fouler. Mais j'aimerais revenir sur ce que disait Thierry Hollet-Lavonis à propos du 1945, la naissance de l'adolescence en Occident. Mais il ne faut pas oublier que ça coïncide avec un début de remise en cause des bagnes pour enfants en France et en Europe, probablement lié à l'émergence d'un temps de pitié, de victimisation. On s'est fait peur, hein. On a massacré un paquet d'enfants pendant la guerre de 40, et puis d'un coup on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on commence à s'en occuper autrement. Ça s'est pas fait très rapidement quand même, hein. Puisque les derniers bagnes pour enfants ne s'appelaient plus comme ça, hein. Je crois que les derniers étaient fermés en 90. Enfin, ça s'appelait PJJ à l'époque, hein, mais... Tout ça pour comment dire, souligner que nos adolescents, nos enfants, on les maltraite, quoi. Et on a aujourd'hui une façon très particulière de les maltraiter, si je puis dire, en prétendant en prendre soin. En tout cas, les maltraiter, me semble-t-il. Oui, ça me parle bien, ce que vous dites. C'est vrai que, peut-être même avant les bagnes d'enfants, il y a un très joli livre de Jean-Luc Hénody, qui est un directeur de la PJJ, qui a retrouvé des traces des dossiers des maisons de correction et des bagnes d'enfants pendant l'occupation. On a un peu froid dans le dos et on a des frissons en lisant ce qui a été fait sous l'occupation allemande. Bon, oui. Après, avec l'ordonnance de 45, on arrive quand même à quelque chose qui est assez intéressant. Et par exemple, je rappelle souvent aux travailleurs sociaux, notamment qui travaillent à la PJJ, donc avec l'ordonnance de 45, le préambule, on oublie souvent de l'ordonnance de 45, qui est quand même assez extraordinaire, hein, qui est de mémoire, hein, pour en retrouver à peu près les mots, la France n'est pas assez riche d'enfants pour se priver d'un seul d'entre eux. Hein, pas mal, hein. Voilà. Après, pour aller complètement dans votre sens, moi, quand je discute avec des ados, je leur rappelle une petite phrase de Marcel Proust, surtout quand je rencontre des ados dans du débriefing après une grosse bêtise. Hein. Ce que Marcel Proust disait de l'adolescence, c'est le seul temps où j'ai appris quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon.